C'est quelqu'un qui était un ami de la famille. À un moment donné, a été blessé, mais il était resté couché et on tirait et personne n'osait le chercher. Le seul qui est parti le chercher quand même, c'était mon père. Avi Shnur Shalom. Shalom. Merci de nous accueillir à l'occasion de ce Yom HaZikaron, le jour du souvenir des soldats morts au combat. On va parler avec vous d'un combat très important pour la création de l'État d'Israël, très symbolique aussi, le dernier combat à Krav Acharon, ce qu'on appelle, qui s'est déroulé à Kfar Etzion. Et à travers ce combat, on va surtout évoquer la mémoire de votre papa. On va commencer par lui justement. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la jeunesse de votre père ? Alors, mon père est d'une famille de 5 enfants, dont 2 seulement ont survécu l'Holocauste. Avraham Yitzhak Shnur. Avraham Yitzhak Shnur, oui. Il y avait avec son frère Nathan. Ils sont nés en Cracovie, pas que l'un côté de Cracovie, mais ils ont vécu surtout en Cracovie. Toute la jeunesse, donc, ils faisaient partie ce qui était à ce moment-là le genre de Bnei Akiva, mais ça s'appelait autrement. Et là, ils ont reçu une éducation très sioniste. Ils ont, en réalité, été préparés pour aller à l'Achara, pour aller habiter en Israël. Ils étaient dans une école Mizrahi. Ensuite, mon père n'était pas très écolier, il était plutôt adroit avec ses mains. Alors il est allé après dans une école plutôt technique, où il a appris le métier comment on appelle ça, de métallo, de ferrailleur, appelez ça comme vous voulez. Il a travaillé le fer. Il a travaillé le fer, voilà. Comme ça, il a continué jusqu'à l'âge de 18 ans, là-bas, dans ce truc, dans un Achara ici, Achara là-bas. Et alors, il y a eu la déclaration de la guerre, on arrive à la guerre. Et mon père, à ce moment-là, sous l'invitation de Nathan, qui était son frère âgé, ont décidé de quitter la Pologne et d'abord s'enfuir de la Pologne. Donc on est en 1941 à peu près ? On est en 1941. Et alors, pour s'enfuir, ils sont d'abord passés du côté polonais / allemand ou côté russe. Donc ils ont passé un fleuve. Et après avoir passé ce fleuve, ils sont remontés tout en haut vers la Lituanie. D'accord. En Lituanie, ils sont installés, ils ont travaillé là-bas pendant quelques mois, aussi dans une sorte d'Achara. Ça s'appelait Kalibonia, c'est un patelin à côté de Kovna, ce qui est Kaunas aujourd'hui. Après un temps, parce que là aussi ça devenait dangereux, etc., ils se sont préparés. Et Nathan nouveau est parti avant, et Avraham, mon père, est parti par après, et ils sont retournés en Russie. De la Russie, ils sont descendus vers l'Iran. Ouais. L'Iran, ils sont descendus vers la Turquie, le Liban, et c'est comme ça qu'ils sont arrivés. Tout ça à pied ? À pied, en train, tous les moyens qui étaient à leur disposition, qu'ils pouvaient employer. Et ils sont arrivés comme ça en Palestine, en à peu près fin 1941. Et là-bas, ils ont rejoint ce qui s'appelait Kvutzat Avraham, qui était à Kfar Pines. Et là aussi, ils ont travaillé la terre, c'était un petit kibbutz, etc. Et de Kfar Pines, un groupe est parti pour s'installer à Kfar Etzion. Le Kvutzat Avraham est allé s'installer à Kfar Etzion. Donc à côté de Jérusalem. À côté, au sud de Jérusalem, entre Hebron et Jérusalem. Et là, ils ont créé le kibbutz. Et là, ils ont créé le kibbutz était déjà pas créé, ils ont lentement, à petits pas, un kibbutz a été créé. Mais 2-3 mois après, malgré qu'il était déjà à Kfar Etzion, non, c'est encore du temps où il était de Kvutzat Avraham, du temps où il était à Kfar Pines. Ils ont décidé qu'après ce qui se passe en Europe, l'armée britannique embauchait les Juifs d'Israël pour venir aider combattre les nazis. Et mon père, évidemment, il qu'on appelle la brigade juive. La brigade juive. Donc il s'est embauché à la brigade juive, comme il était plein d'idéalisme, etc. Donc, et là, il a fait la campagne d'Italie. Donc ils ont, ils ont envahi l'Italie vers le fleuve Sannio, qui était le grand pas de là. De là, il a continué d'abord plus vers l'ouest. Donc on parle de la France, la Belgique. Il était même en Belgique, il était un endroit que j'ai visité par après. Et de Belgique, ils sont allés vers Berlin, et il est arrivé à Berlin. Il est resté là-bas avec les combattants britanniques, et à un moment donné, il voulait quand même savoir ce qui est arrivé à sa famille. Alors il s'est, comme on dit, clandestinement, il s'est enfui, et il est parti en Cracovie voir si quelqu'un... Retourner voir si quelqu'un restait. Malheureusement, personne n'est resté. Il est revenu,
Et alors, après la guerre, en 1946, il a été démobilisé. Et alors, il a rejoint Kvaretzion, d'abord Kotat Avram, et ensuite Kvaretzion. Et là, il a continué, et c'est en 1947 qu'il a rencontré ma mère, qui était d'Yaldé Téhéran, qui aussi, à l'âge de 15 ans, a été mis sur un train en Pologne. Et donc, ils se rencontrent à Kvaretzion. Ils se rencontrent à Kvaretzion. Ils se marient, et au même moment, à peu près, il y a fin 1947, c'est la déclaration à l'ONU. En novembre, oui, de l'ONU, absolument. Et alors là commencent les attaques arabes sur Kvaretzion. Alors ce qu'il faut dire, c'est que Kvaretzion, c'était un point stratégique en fait. Oui, tout à fait, parce que le gros des Jordaniens venait de d'Hébron, et Kvaretzion bloquait, ne laissait pas l'armée passer parce qu'ils étaient vraiment comme un cheveu dans la soupe. Il ne laissait pas passer la légion jordanienne. Et c'est pour ça qu'ils ont encaissé ce qu'ils ont encaissé. Donc il fait toujours partie de la brigade juive à ce moment-là? Non, il ne fait plus partie. Non. Il a été démobilisé, il est rentré dans ce qui était à ce moment le Palmar. Le Palmar. Oui. D'accord. Ce qui était le Palmar, ce qui est devenu Tzahal, mais avec un numéro et tout, il était combattant officiel et il faisait partie, grâce à ce qu'il avait appris pendant qu'il était à la brigade, il était devenu donc ce qu'ils appellent Handasa Kravit, le génie combattant. Et ça, c'était alors aussi à Kvaretzion. Il a construit une sorte de menuiserie, une sorte on fabrique tout ce qu'il y a moyen de fabriquer, tous les ustensiles qu'on a besoin pour l'armée ou les couteaux, toutes sortes de trucs pour l'agriculture, surtout pour l'agriculture à ce moment-là. Et après, évidemment, c'était devenu la grande fabrique de mines. D'abord, les mines étaient des mines qui faisaient plutôt peur, n'étaient pas nocives, pour faire peur aux Arabes ne pas venir. Mais après, c'était devenu des mines pour défendre Kvaretzion. Et disons que les Arabes ont subi de pertes sérieuses grâce à ça. Donc il y avait pendant cette période des combats pratiquement tout le temps? Tout le temps. Si, juste comme une anecdote, il faut savoir quand même qu'à un moment donné, on a vu que la situation à Kvaretzion n'était pas bonne. Et alors Ben Gurion a organisé un groupe de 36, les Lamed Hayes qu'on appelle, très connus, pour aller aider Kvaretzion. Alors on connaît l'histoire, ils ont rencontré un vieillard, ils étaient secrets, c'était la nuit, on voulait le tuer, ils m'ont dit on ne va pas tuer un vieillard. Bref, le vieillard est allé raconter à la Légion et malheureusement les 36 ont été décimés et ne sont jamais arrivés à Kvaretzion. Donc l'accès vers Kvaretzion était devenu très très difficile pour tout le monde. Et c'est à peu près à cette même période, un peu avant, que les femmes et les enfants, mais pas toutes, ont été évacués de Kvaretzion vers Jérusalem. Donc ma mère qui était enceinte de moi. Donc on se trouve maintenant à peu près quelques semaines avant la déclaration. Quelques semaines avant la déclaration. On est au mois d'avril. On fait Pessah, etc. Une petite anecdote qui vous montrer qui était mon père. À un moment donné, il y avait là-bas un veau qui aidait pour faire l'agriculture. À cause des Arabes, il est revenu blessé. Bref, il risquait de mourir. Mais il n'avait pas tellement quoi manger. Bref, on devait faire une shrita. Mais il n'y avait pas les experts, ni les rabbins, ni les couteaux adéquats. Bref, on demande à mon père de fabriquer un couteau d'1 demi-mètre de long, cacher la méhadrine et avec celui-là faire une shrita pour qu'ils aient à manger. C'est ce qui effectivement est arrivé. Et grâce à ce couteau et grâce, etc., ils avaient à manger pour le reste du temps. Mais pour le reste, la majorité du temps, mon père était... la journée, il fabriquait des mines. La nuit, il était derrière les lignes arabes et plaçait les mines pour empêcher la légion Donc les combats continuent et on arrive donc à ce qu'on appelle Akrav Acharon. Akrav Acharon, la même chose. Mon père est dehors, il se bat avec tout le monde. Il y a même une anecdote parce qu'il était survivant, mais c'était un peu avant. On avait qu'à le placer là où il faut. C'est quelqu'un qui était un ami de la famille, qui restait un ami de la famille. À un moment donné, il a été blessé, mais il était resté couché et on tirait et personne n'osait le chercher. Le seul qui est parti le chercher quand même, c'était mon père. Et qu'il a traîné, qu'il a mis sur lui et qu'il a ramené jusqu'à Seine. Il est mort il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, à Niretzion, où c'était un Yaakov Schiffman. Et il boitait à cause de cette blessure, mais il m'a toujours dit, c'est ton père qui m'a sauvé. Si pas ton père, j'aurais été là. C'était le seul qui osait. Il était connu, il avait un caractère très, très courageux et aussi il avait le sens de l'humour. Et je crois que j'ai un peu hérité ça de lui. Il ne se prenait pas très au sérieux. Il était
On me raconte tout ça, je ne sais pas, mais c'est ce qu'on me raconte. Bref, on arrive au dernier jour et il y a beaucoup de lettres qui ont été échangées entre ma mère et lui, il est resté optimiste, etc. Mais je crois que les dernières lettres montrent déjà que c'est moins bien que ça en a l'air. Bref, ils se sont battus jusqu'à la dernière balle. Et mon père, dans le dernier combat, ce qu'on appelle le Krav Acharon, a été blessé. Et on ramenait tous les blessés dans le bunker. Il y avait un grand bunker, il y avait une maison au-dessus. Et on l'a mis là-bas, avec tous les blessés. À un moment donné, il fallait ou bien se rendre. On leur a dit, du centre de Ben Gurion, on leur a dit, OK, il vaut mieux que vous rendiez parce que vous allez tous mourir, il ne restait plus grand-chose. Ouais. Mais alors, ils ont sorti un drapeau blanc, etc., mais ils ont été tous massacrés. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est vraiment à la veille de la déclaration de l'indépendance de l'État d'Israël, puisqu'on est le 13 mai 1948, 2 jours donc avant la déclaration de l'État d'Israël. Ouais. Et ça a une symbolique toute particulière. Toute particulière. Après, je vais vous lire, c'est que Ben Gurion, d'ailleurs, lorsque le kibbutz tombe, le mot code que le kibbutz est tombé, Hamalka Nafla. La reine est tombée. Ça, c'était le code pour dire, OK, c'est terminé. Vous voulez nous dire ce que David Ben Gurion a dit après ce David combat? Ben Gurion a dit donc directement à la déclaration de l'État d'Israël, et lorsque Hamalka Nafla, lorsque la reine est tombée, il a dit, je ne connais pas une campagne plus héroïque que l'histoire de Kfar Etzion. Les habitants de Jérusalem doivent être reconnaissants avant tout à tous ceux qui sont tombés à Kfar Etzion. Leur sacrifice a sauvé Jérusalem plus que tout autre effort de guerre. Si Jérusalem hébraïque existe aujourd'hui, avant tout, c'est Kfar Etzion. C'est à Kfar Etzion qu'on doit être reconnaissant. Et tout le peuple d'Israël doivent leur vie et leur survie aux combattants de Gush Etzion. Et après, pour quand même pouvoir accéder au bunker, les Arabes ont placé des mines toute la maison, ont placé des trucs, parce qu'ils jetaient des grenades, mais ils recevaient les grenades de retour. Ouais. Bref. Il y a près de 250 personnes. Non, mais le dernier combat, 127 sont morts. En tout, 250 sont morts, là-bas dans les 3-4 mois, les derniers. Mais le dernier jour, le Krav Acharon, 127 ont périmé par les Arabes qui ne voulaient pas entendre de reddition ni de rien du tout. 4 ont été quand même gardés prisonniers, je crois, dont 2 femmes ou 1 femme et 3 hommes. C'est resté comme ça, on n'a jamais beaucoup parlé de cette histoire, par pudeur. Alors je voudrais que vous nous parliez un peu de votre maman, qui donc était enceinte de vous à ce moment-là. On est donc le 15 mai 1948, c'est la déclaration de l'État d'Israël. Ouais. Elle vient de perdre son mari. Ouais. La déclaration d'État d'Israël, elle est enceinte de vous. Est-ce que vous lui avez demandé qu'est-ce qu'elle a ressenti à ce moment-là? Elle m'a dit quelquefois qu'elle voulait se suicider. Et que chaque fois qu'elle avait ce sentiment, elle me regardait, ou elle savait ce qu'elle avait, elle m'a dit, c'est ça qui l'a tenue en vie. Elle savait qu'elle devait continuer pour continuer la vie, exactement. Et alors bon, et après c'était un combat, elle a donc été au couvent Ratisbon à Jérusalem. Après, j'ai accouché, elle m'a accouché, c'était à Bikur Cholim. Elle est retournée à Ratisbon où elle a été soignée. Et par après, on a veillé à ce qu'elle ait où habiter, quelque part au sud de Tel Aviv, ça s'appelle Givat Aliyah. Et après, ça s'est déjà développé. Vous avez passé votre enfance, vous étiez considéré comme un... Yaldé Kfar Etzion. C'était comme, on avait tous des numéros. On était à peu près à, je crois, 160 enfants. Moi, je suis un des derniers parce que je suis né le plus tard. Alors, on avait tous des numéros. Moi, je crois que 160. Il y a des numéros pour tous les enfants. Et on était tout un groupe. Enfin, moi, j'ai un peu oublié parce que j'étais pas tellement... Parce que je suis parti assez tôt en Belgique. Eux, ils sont restés en contact. Ils avaient des colonies ensemble, etc. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'en 68... Vous aviez un statut spécial. Oui, un peu un statut privilégié à ce moment-là parce que l'État d'Israël... d'ailleurs... L'enterrement, parce que finalement, tout le bunker, tous les ossements de ceux qui sont tombés étaient restés en Jordanie. Et c'est le Rav Goren qui, avec David Ben David, aussi un type de Kfar Etzion, sont allés finalement, grâce à l'ONU et la Croix-Rouge, ont obtenu de pouvoir rassembler les ossements. Et ils ont été enterrés à
comment on appelle ça, Kever Achim, une tombe commune, parce que tout était mélangé. Et d'ailleurs, l'Alvaya avait lieu à peu près 1 an après, et tout Israël était paralysé, donc ordre du gouvernement. Pendant l'Alvaya, pendant, je crois, 5 ou 6 heures, tout le monde a cessé de travailler pour rendre honneur à ceux qui sont tombés. C'était en 1949. C'était la première Levaya à Herzl. C'était la première Levaya. On va là-bas, c'est un truc, une tombe commune où tout le monde est. Tous les noms de tous. C'est la première fois qu'on enterrait quelqu'un, enfin un groupe de personnes. Tout le monde, on a regardé des restes. Je sais que de mon père, on a identifié. Il était un amateur de photographie. Alors on a identifié et son manteau et ses films. En fait, vous avez entendu parler de votre père, soit par votre maman, soit par des personnes qui l'ont connu. Oui. Son mon oncle, Nathan. Et plein de gens que j'avais rencontrés à ce moment-là. Et puis évidemment, il y avait toute la correspondance entre mon père et ma mère pendant le siège. Quand même, il y avait des lettres qui passaient quand même de Jérusalem à Kfar Etzion. Vous les avez lues, ces lettres ? J'ai la majorité de ces lettres, oui. Vous les avez lues ? Oui. Qu'est-ce qu'il est dit dans ces lettres ? C'est beaucoup de... Aujourd'hui, ça a l'air un peu anachronique, mais c'était des lettres très idéalistes. Tout était Am Israël, Eretz Israël, Medinat Israël. Tout était là-dedans, évidemment aussi, parce que c'était un couple qui a vécu ensemble, c'était un grand amour, et ils ont vécu ensemble que quelques mois. Alors beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour entre eux, et tout basé sur l'idéal, le pays, etc. Et évidemment, moi, là-dedans, soignez-le, lui, bref, tous les mots. Alors en 1967, lorsque, on va dire que Kfar Etzion a été repris, oui. Comment vous avez vécu ça, vous ? Ma mère était encore en vie parce que ma mère est décédée malheureusement de maladie 1 an après. Mais elle avait le pressentiment effectivement que la guerre a été déclarée, que Kfar Etzion allait être récupéré. Et elle était déjà elle se promenait en rue, Kfar Etzion, il n'y avait que Kfar Etzion. Malheureusement, on avait aussi un cousin, donc le fils de Nathan, mon oncle, qui était Tzanchon et qui est tombé à Givat HaTachmoshet. Et c'était aussi un courageux. Et ma mère avait très peur pour lui, sachant qu'il était très courageux, et malheureusement, effectivement, il est tombé à Givat HaTachmoshet, mercredi, le 3e jour de la guerre. Et bon, dès que Kfar Etzion a été libéré, pour ma mère, c'était... Malheureusement, elle n'est pas arrivée à visiter, à revoir ce qui était là-bas. Moi, je suis parti à Kfar Etzion pendant des vacances, 2 ans après, je crois, en 69. Et comme on dit, au lieu de vacances, j'ai passé 2 semaines là-bas à aider un peu, cueillir des cerises, c'est tout ce que je me rappelle. Bon, j'avais 19 ans, mais c'était ma contribution à ceux qui sont venus. Il y avait Hanan Porat, il y avait tous les anciens de Kfar Etzion qui étaient, les enfants évidemment, qui étaient partis reconstruire Kfar Etzion. Depuis lors... Alors, ce que vous voyez aujourd'hui, le Gouche, qui est une des banlieues les plus importantes de Jérusalem. C'est un développement formidable, mais aujourd'hui, ça n'a plus, sauf l'histoire. Il y a tous ceux qui étaient, les gens comme moi, donc les vieux, les enfants, soi-disant, il n'y en a presque plus là-bas. Une partie ne vit plus, une partie ne s'est jamais installée là-bas. Mais il y a toutes sortes d'autres jeunes de Bnei Akiva, etc., qui ont construit un kibbutz. Et je crois c'est tout le Gouche là-bas, avec Efrat et tout ensemble. C'est un truc qui a très, très, très bien réussi. Ils ont une très, très belle vie commune. Pour ce que je sais, tout va très, très bien là-bas. Il y a un Beth Sefer Sadeh, il y a une shiva, le shiva de Rav Sanzalt a construit une shiva là-bas. Bon, mais ça s'est très, très bien développé. Bon, Kfar Etzion aujourd'hui, fait partie du Gouche et tout va bien, quoi. Pour terminer, vous pensez que votre père a une partie dans cette réussite justement du Gouche Etzion ? Il a certainement une partie, il a donné sa vie pour ça. C'est pas une question. Aujourd'hui, ça réussit grâce à lui. On peut dire oui et non. Oui, parce qu'il a donné sa vie. Pendant 19 ans, 20 ans, ce n'était pas à nous, ça appartenait à la Légion jordanienne. Lorsqu'on a récupéré les enfants, Rabin et ceux qui étaient là-bas ne pouvaient pas dire non aux enfants de revenir. Donc, ils ont planté les premiers grains, et après, les enfants ont semé ce qui était resté. Mais certainement, tout Kfar Etzion, c'est pas seulement mon père, c'est tout le reste. Mais c'est pas tellement Kfar Etzion, c'est la brigade juive, c'est toute l'idéologie de la Shoah jusqu'à la Palestine, Israël. C'est ça qui est, à mon avis, c'est ça qui est formidable, c'est que des gens comme mon père, leur idéalisme a créé l'État d'Israël. Yom HaZikaron le Chalalei Ma'arachot Israël, jour du souvenir
pour se tomber pour l'État d'Israël. איך נפלו גיבורים ויאבדו כלי מלחמה. Comme ils sont tombés ces vaillants et perdus ces armes de guerre. כל יום שעובר כמו נצח, כל יום שעובר ועדיין אתה חסר, כל יום שעובר כמו נצח.